Bonjour. Allô? Bonjour à tous. Moi, ça marche. Toi, ça marche. Merci. Bonjour. Ça marche pas, le micro? Je te file après. Merci. Merci. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc je me présente, Félicien Thiou, responsable construction durable Simbéton, avec David Le Bagné de Pouget qui se présentera après. Et oui, je remplace au pied mon collègue Laurent qui a eu des petits problèmes de santé ce matin. Et bon, je vous rassure, pas trop grave, ça devrait aller. Donc on va vous présenter les solutions béton en immeuble collectif par rapport à la RE 2020. Si vous avez assisté à la plénière de tout à l'heure avec les promoteurs et les constructeurs, voire les énergéticiens, ils ont bien insisté sur le fait qu'il y a un changement important entre la RT 2012 et la RE 2020, avec notamment la prise en compte de l'impact carbone désormais dans la réglementation. Et du coup, c'est posé la question tout de suite au niveau des solutions en béton, comment intégrer ce nouvel indicateur et comment se positionner nos solutions par rapport à cet indicateur. Donc très rapidement, on a pris contact avec les bureaux d'études et on a souhaité du coup réaliser des études pour positionner au mieux nos solutions dans le cadre de différentes constructions. Et là, dans ce cas-là, c'était un immeuble collectif. Et voir comment on pouvait faire évoluer ces solutions au fur et à mesure de la réglementation. Donc pour ça, je vais laisser la parole à David qui va vous présenter un peu plus en profondeur tous les travaux qui ont été réalisés. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, David Le Bagné du bureau d'études Pouget Consultant. On est bureau d'études thermique, fluide, environnement et carbone. Et ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans qu'on travaille sur les sujets RE 2020, notamment à travers des missions d'accompagnement des pouvoirs publics sur la définition des seuils en immeuble collectif. Donc, ça marche pas. Donc, dans cette présentation, je vais faire 10 minutes de rappel des bases de la RE 2020 pour qu'on ait tous les mêmes notions de base pour comprendre les résultats qui seront développés après. Excusez-moi. La télécommande marche mal. Donc, 3 grands sujets dans la RE 2020. Le sujet énergie, le sujet carbone et le sujet confort d'été. Côté énergie, on a 3 indicateurs. Le BBio, qui était déjà existant dans la RT 2012, qui caractérise la qualité de l'enveloppe, uniquement de l'enveloppe, pas des systèmes. Ensuite, vous avez 2 indicateurs CEP. CEP pour consommation d'énergie primaire. Un indicateur CEP NR pour non renouvelable, on somme uniquement les énergies non renouvelables. Et un indicateur CEP où on somme l'ensemble des énergies, les renouvelables et non renouvelables. Celui-ci était déjà présent dans la RT 2012. Côté carbone, on a un indicateur IC Construction pour impact carbone de la construction. C'est l'indicateur qui va comptabiliser l'impact carbone dû à la création du bâtiment. Non pas à ses consommations, mais bien à la création du bâtiment, c'est-à-dire l'impact carbone dû à l'extraction des ressources, la fabrication des matériaux, leur mise en œuvre et leur mise en décharge. Il est différencié du IC Énergie, qui caractérise l'impact carbone des consommations d'énergie. Côté confort d'été, on a les degrés-heures qui caractérisent l'inconfort en période caniculaire. On va venir tester la robustesse des bâtiments pour le climat de la canicule de 2003, qui est représentatif, malheureusement, de ce qu'on aura tous les 2-3 ans prochainement. Sur le BBio, les conclusions sont assez courtes. Donc la RE 2020 nous demande de faire un gain de 30% par rapport à ce qui est exigé en RT 2012. Vous avez ici un bâtiment type RT 2012 qui, en H2B, qui est la zone climatique pivot représentative de la France, on obtenait 90 en RT 2012, il va falloir qu'on atteigne 64 en RE 2020. Concrètement, quelles sont les incidences de cette exigence? Les incidences de cette exigence, concrètement,
On va épaissir les épaisseurs d'isolant, traiter un peu plus les ponts thermiques, mais il n'y aura pas de révolution dans la manière de construire. Les modes constructifs couramment utilisés dans l'RT 2012, comme l'isolation thermique par l'intérieur, sont tout à fait compatibles avec ce niveau d'exigence. Au lieu d'avoir 10-12 cm dans les murs, on aura 12 à 14, on va traiter un peu plus les ponts thermiques, on restera en double vitrage, on restera en ventilation simple flux. Le surcoût moyen, il est d'environ 30 € par mètre carré Chab, uniquement pour l'impact de cet indicateur BBio. Cette exigence de moins 30%, elle est modulée pour les bâtiments qui font plus de 1300 m². On nous exige bien moins 30%. Pour les bâtiments qui sont en dessous, l'exigence est dégressive. Plus le bâtiment est petit, moins l'exigence est forte. On arrive par exemple pour un bâtiment de 700 m², un BBio moins 20%. Et c'était ces petits bâtiments qui étaient les plus sensibles, et cette modulation assouplit les exigences pour les petits bâtiments. Donc en synthèse, les exigences de BBio, ça ne va pas être le frein majeur de la RE 2020. Je ne sais pas s'il y a une autre télécommande possible. Côté... Non, Simon, je vais m'en sortir, mais... Côté IC Construction, impact carbone des produits de construction. Je rappelle ce qu'il y a dans cet indicateur. On va comptabiliser l'impact carbone de l'extraction des ressources, la fabrication, la mise en œuvre jusqu'à la fin de vie. Concrètement, nous, bureau d'études, notre travail, ce sera d'établir le listing de toutes les quantités de la totalité des éléments qui constituent le bâtiment et de lui mettre en face un impact carbone qui est indiqué dans une donnée environnementale. Point important sur cette donnée environnementale, il y a différents types de données environnementales et cette notion elle est essentielle pour comprendre la suite de la présentation. Il y a des données individuelles, c'est lorsqu'un fabricant justifie l'impact carbone de son matériau, mais uniquement pour son matériau et une seule référence commerciale. Ensuite, il y a des données qui sont collectives. Différents acteurs se rassemblent et justifient l'impact carbone de l'ensemble de leurs éléments à travers une donnée. Et ensuite, il y a des données par défaut que l'administration a créées, qui sont très pénalisantes, qu'on va utiliser uniquement lorsqu'on n'aura pas de données individuelles ou collectives, et ça arrive régulièrement. Ces données par défaut, elles sont 2 à 3 fois plus pénalisantes. Donc elles ont un impact fort sur la note. Maintenant, quel est le périmètre de ce qu'on va prendre en compte pour le carbone? On va différencier les lots qu'on va devoir détailler systématiquement. Qu'est-ce que j'entends par détailler? C'est-à-dire qu'on va devoir justifier les quantités pour l'ensemble de ces lots. Les lots 1 à 7, les lots architecturaux, avec une petite nouveauté pour le lot VRD, voirie, réseau divers, où on ne considérera uniquement les réseaux et les aires de stationnement, pas de barrières ou autre aménagement cheminement piéton. La grosse nouveauté, c'est qu'on va devoir détailler l'impact carbone des lots CVC fluide, chauffage, ventilation, climatisation. C'est les lots 8. Donc on va devoir détailler les quantités de réseaux, de conduits, d'émetteurs et autres, et de plomberie également. Il y a 2 lots pour lesquels, si on ne veut pas faire le détail de l'impact carbone, on peut mobiliser des données forfaitaires. Le lot 8.1 qui caractérise l'impact carbone des générateurs, donc la chaudière, et des ballons de stockage qui sont associés. Si on ne veut pas faire le calcul, on prend cette valeur à 74. Néanmoins, la plupart des bureaux d'études feront ce lot-là de manière détaillée puisqu'il y a des gains significatifs à faire en solution notamment gaz, qui sera la solution la plus récurrente en 2022 en RE 2020. Les lots 10 et 11, pour le moment, il n'y a pas d'alternative. On n'a pas assez d'outils ou de données environnementales pour caractériser les lots courant faible et courant fort. Donc pour le moment, on a un forfait. On va nous exiger des seuils qui vont être évolutifs entre 2022 et 2031. Ces seuils ils vont être à 740 en 2022, 650 en 2025, 580 en 2028 et 490 en 2031. Donc quand on voit cette évolution, on peut se dire que les incidences vont être fortes. Pardon. Ok. On peut se dire que les incidences vont être fortes, étant donné que
la valeur descend beaucoup. Vraiment, cette évolution, elle est à relativiser, étant donné qu'aujourd'hui, on utilise encore un certain nombre de valeurs par défaut très pénalisantes pour faire une ACV, pour faire une analyse de cycle de vie. Dès lors que demain, les fabricants vont justifier l'impact carbone de l'ensemble des éléments qui constituent le bâtiment, la note va diminuer naturellement. Donc cette évolution, elle va nous obliger d'une part, la filière, à décarboner le bâtiment, mais aussi à justifier de manière plus fine l'impact carbone des matériaux. Je ne sais pas si on peut passer à la slide suivante. Encore un petit coup, merci. Il y a différentes modulations des seuils pour le IC construction. Il y a une modulation en fonction de la surface habitable du bâtiment. En bas, vous avez la surface habitable totale du bâtiment. Un grand bâtiment et un très petit, on va leur demander moins d'efforts qu'un bâtiment qui est autour de 1300 m². Pourquoi? Parce qu'un grand bâtiment est naturellement plus compact, il mobilise moins de matériaux par mètre carré de construit, et un petit bâtiment aussi, surtout parce qu'il n'a pas d'ascenseur. La plupart du temps, un bâtiment de 700 m², par exemple, n'a pas d'ascenseur. Donc attention aux petits bâtiments qui auront un ascenseur, ils auront sûrement plus de difficultés à respecter ces seuils. On peut passer à la slide suivante. Encore. Merci. Autre point important, je vais faire la synthèse de cette slide directement. Que vous ayez un parking en sous-sol à fabriquer, un parking extérieur ou bien des fondations spéciales parce que vous avez un terrain de mauvaise qualité, la réglementation ne sera pas plus dure à respecter. Si vous avez un sous-sol qui a un gros impact carbone, eh bien la réglementation augmente d'autant le seuil pour compenser l'impact carbone du sous-sol, puisque finalement, tout ce qui est parking, fondation et sous-sol, on les subit, c'est soit la qualité du sol ou le plan local d'urbanisme qui nous l'impose. En deux mots, comment ça fonctionne? Il y a un plafond, par exemple pour le lot 2 infrastructure, à 40. 40, c'est à peu près l'impact carbone de fondation classique. Dès que vous dépassez, tout ce qui est au-dessus de 40 est compensé par une rehausse du seuil. Slide suivante. Merci. Autre point, je vais passer rapidement parce que ça a peu d'incidence en immeuble collectif. Si vous êtes contraint d'utiliser beaucoup de valeurs par défaut, parce que par exemple vous caractérisez un bâtiment qui a un mode constructif qui n'a pas de données environnementales. Je pense par exemple à la pierre naturelle qui vient juste d'avoir une donnée environnementale, à la terre crue par exemple. Aujourd'hui, si vous faites un bâtiment en terre crue, vous êtes contraint d'utiliser des données par défaut qui sont très pénalisantes et votre bâtiment va se retrouver carboné. Donc c'est un des dommages collatéraux de ce mécanisme. Il y a quelque chose, cette modulation sur l'impact carbone des valeurs par défaut. Si vous avez beaucoup de valeurs par défaut, au-delà de 250, eh bien l'exigence est assouplie pour compenser un peu la pénalité. Je ne sais pas si je vois des sourcils se froncer. Donc ça peut donner l'impression que la réglementation incite à utiliser des valeurs par défaut. Ce n'est pas le cas, ça reste pénalisant. Mais on assouplit la pénalité lorsqu'on a beaucoup de valeurs par défaut. C'est vraiment pour aider les filières qui, pour le moment, n'ont pas caractérisé l'impact carbone de leurs matériaux. Et dans les zones chaudes du sud de la France, vu qu'on a des contraintes de confort d'été, on va être obligé d'ajouter de la climatisation parfois, des occultations plus performantes parfois. Donc on compense l'impact carbone, le seuil de ces éléments, et le seuil est rehaussé de 30. Slide suivante, s'il vous plaît. J'en viens à l'étude de cas. Un bâtiment de 40 logements d'une compacité plutôt moyenne, il est assez découpé, donc 40 logements, assez représentatifs en gaz individuel, puisque ce sera sûrement le système énergétique le plus courant en 2022, en RE 2020. Slide suivante. Voilà le bilan carbone de ce bâtiment, avec l'ensemble des lots qui sont représentés, et les seuils en rouge, qui est le seuil 2022, en jaune, le seuil qu'on aura respecté en 2025, et en vert, 2028-2031. On voit que ce bâtiment en béton respecte de justesse le seuil. C'est assez représentatif, plutôt fourchette haute de ce qui va arriver pour les bâtiments qui seront construits un peu comme en RT 2012. Avec les modes constructifs classiques, vous êtes tout à fait en capacité de respecter les seuils. Il va falloir, voilà, les bâtiments, par exemple, pour un seuil à 750, les bâtiments en béton oscillent entre 750 et 700, parfois 650. Dès que vous allez avoir des spécificités architecturales, un bardage un peu plus carboné, un bâtiment très peu compact, là vous aurez des difficultés à respecter le seuil avec des modes constructifs classiques. Il va falloir décarboner. C'est une manière marginale, vous n'aurez pas à changer de mode constructif, mais il va falloir décarboner le revêtement de sol ou d'autres éléments pour compenser ces spécificités.
Ici, vous avez les principaux, les grandes masses de cet impact carbone total. En gros, un tiers, c'est les lots fluides, un tiers, c'est le second œuvre, un tiers, c'est la superstructure. Sur 745 kg de CO2, vous avez 192 kg issus de valeurs par défaut. J'ai dit tout à l'heure que les valeurs par défaut, c'était pour les matériaux qui n'avaient pas de données environnementales. Ces valeurs par défaut, elles sont 2 à 3 fois plus pénalisantes. Donc au fur et à mesure que les acteurs vont justifier l'impact carbone de ces éléments qui n'ont pas de données environnementales pour le moment, eh bien, l'impact carbone de ce bâtiment va diminuer. Ces 192 vont sûrement se transformer en 100 au fur et à mesure. Donc plus on va avancer dans la réglementation, plus ce sera facile de respecter ces seuils. Slide suivante. Vous pouvez tout dérouler, merci. On retrouve l'impact carbone de notre bâtiment en 100% béton sur la gauche, qui respecte de justesse le seuil. On a fait une variante en bloc béton, en parpaing, uniquement pour la façade. Donc là, on voit qu'on a un bénéfice d'environ 15, parce qu'il y a moins de matière qui est mobilisée quand on fait du parpaing. Ensuite, vous avez le troisième bâton, c'est une variante 100% béton, et on a actionné au maximum le levier second œuvre bas carbone. On a mis du parquet massif, de la moquette recyclée, de la peinture recyclée, des menuiseries extérieures bois, des volets battants bois. Quand on additionne tout, on arrive à peu près à 90 kg de CO2 qui sont mobilisables uniquement en touchant au second œuvre, sans toucher à la structure. C'est à peu près autant en euros, à peu près 100 € du mètre carré chaume. Et donc là, une solution béton classique pour ce bâtiment serait en capacité d'atteindre le seuil de 2025 dès maintenant. Ensuite, quatrième et cinquième pile, une variante en façade bois. Donc on conserve la structure du bâtiment, c'est dalles en béton, c'est refend, c'est juste la façade qu'on variante par une façade rideau bois. Vous avez deux variantes, une où on a essayé de conserver l'aspect initial du bâtiment, on a mis de l'enduit, sauf qu'une façade bois sur un bâtiment de cette hauteur-là, on ne peut pas appliquer l'enduit directement sur la façade, donc on a rajouté un support d'enduit, c'est une sorte de bardage qui porte l'enduit. Donc là, on a fait des bénéfices en ajoutant une façade bois, mais on a dû ajouter un bardage carboné, donc le bénéfice de cette variante façade bois, finition enduit, finalement, il est affaibli, il est d'environ 20. Si vous faites la même chose, mais qu'au lieu de ce bardage, vous mettez un bardage bois, bien là, le bénéfice est largement accentué et on arrive à 690 alors qu'on était à 745. Donc la conclusion, c'est que la façade bois est une solution pour diminuer l'impact carbone, mais il faut être très attentif à l'impact carbone de la finition extérieure. Suivant le type de bardage que vous allez prévoir, vous allez pouvoir alourdir le bilan carbone. Vraiment, il n'y a pas grand-chose de plus bas carbone que l'enduit et le bardage, bois. Tous les autres, pour le moment, solutions constructives de finition, ont un impact assez fort. Ensuite, troisième pile en partant de la fin, une variante 100% CLT bois, c'est 100% structure bois. CLT, c'est du bois massif contre-collé qu'on a mis en façade, en refend et en plancher. Du fait notamment de la CV dynamique, cette variante se retrouve très bénéfique et on atteint presque les seuils 2031 juste en changeant la superstructure du bâtiment. Ensuite, une variante béton bas carbone, où là on a pris un béton CEM3B, qui est un béton avec des laitiers de haut fourneau, qui est assez disponible sur l'ensemble du territoire, qu'on a appliqué sur l'ensemble des éléments de structure, et on arrive à un bénéfice carbone d'environ 60. Ce qui n'est vraiment pas négligeable. Et si vous associez ce béton bas carbone avec l'ensemble des variantes de second œuvre bas carbone, parquet et autres, vous arrivez à atteindre le seuil 2025 dès maintenant. Donc ça, c'est avec les données environnementales d'aujourd'hui. Slide suivante, s'il vous plaît. Maintenant, on va faire un exercice un peu prospectif, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, la base de données carbone va évoluer. Donc pour évaluer l'impact des seuils de 2025 et de 2028-2031, il faut essayer d'imaginer quelles seront les données environnementales qu'on aura en 2025, 2028 et 2031. La principale évolution, ça va être la disparition des valeurs par défaut. Ici, vous avez les poids des valeurs par défaut par lot. Pour les lots architecturaux, on n'a plus que 40 kg de valeurs par défaut. La plupart des valeurs du poids carbone des valeurs par défaut sont dans les lots CVC, plomberie, chauffage, ventilation. Puisque c'est tout nouveau, ça fait pas longtemps qu'on considère l'impact carbone de ces lots. Donc on peut estimer, slide suivante s'il vous plaît, que les gains en 2025
par disparition des valeurs par défaut, sur l'ensemble de ces lots, on les a estimés à 60 kg de CO2, puisque ces valeurs par défaut vont être remplacées par des données optimisées, individuelles ou collectives. Slide suivante. On a aussi regardé un petit peu l'historique d'évolution des FDES, et on estime que les gains, sans changer de matériaux, mais juste par le fait que les industriels vont optimiser les process de fabrication des matériaux, d'ici 2025-2028, on pourrait avoir, avec les matériaux classiques, une baisse aussi d'environ 20%. Slide suivante. Vous pouvez dérouler tout. Donc ici, on retrouve le même graphique, sauf que j'ai appliqué ces hypothèses d'évolution des données environnementales dans le futur. Et on voit que, notamment, si on va tout à droite, une solution béton bas carbone plus seconde œuvre optimisée pourrait atteindre les seuils 2031. Donc là, c'est vraiment un exercice de style un peu prospectif, puisque bien malin, c'est celui qui sait le devenir des données environnementales. C'est juste un exercice pour essayer de sentir un peu les grandes orientations. Mais en 2 mots, nous ne pensons pas qu'il y aura de révolution majeure dans les solutions constructives en 2028 et en 2031, et que les solutions constructives classiques pourront s'en sortir si tant est qu'elles décarbonent leur process de fabrication. Alors, le surcoût des solutions constructives classiques va augmenter, puisqu'il va falloir faire du béton bas carbone et du second œuvre bas carbone, mais elles auront encore accès au droit à construire. Il y a un point important que je n'ai pas considéré dans mes simulations, c'est que demain, on va sûrement faire, en 2025, on va faire beaucoup de gaz jusqu'en 2025, et en 2025, les exigences vont se durcir, et on va faire soit du mix pompe à chaleur gaz, ou soit de la pompe à chaleur à 100%. Ces solutions de système ont un impact carbone plus fort et pourraient changer un peu le bilan. En gros, aujourd'hui, vous mettez une pompe à chaleur sur votre bâtiment, par rapport à une solution gaz, vous avez en plus 40, plus 50 kg de CO2 en plus. Mais pour le moment, on a très peu d'éléments pour caractériser les pompes à chaleur, et ça va évoluer très vite dans les années à venir, je pense. Slide suivante. Voilà pour le sujet impact carbone de la construction. Maintenant, le sujet confort d'été. Comme je vous l'ai dit, on va tester la robustesse des bâtiments systématiquement vis-à-vis du climat de la canicule de 2003, puisqu'elle est représentative de ce qu'on aura tous les 2 ou 3 ans si on n'agit pas sur le climat d'ici 2040-2050. Comment est-ce qu'on va comptabiliser cet inconfort? Eh bien, pour chaque heure passée dans le bâtiment, on va regarder quelle était la température intérieure et on va regarder l'écart avec la température objectif. Et on va multiplier par le nombre d'heures. Exemple, je passe 1 heure à 28 degrés alors que l'objectif était 26 degrés, ça me fait 2 degrés heure. Ce calcul, on ne considère pas l'apport de froid de la climatisation par exemple. Vous pouvez toujours installer une climatisation, ça n'aura pas d'impact sur le calcul des degrés heure. On ne considère ici que les solutions passives. Voilà, donc c'est uniquement les solutions passives. Il y a un seuil max à respecter, à 1250 degrés heure, au-delà duquel vous n'avez pas le droit de construire. Un seuil intermédiaire entre 350 et 1250, vous avez le droit de construire, mais on estime que votre bâtiment a peu de chances d'être confortable sur la durée, dans le futur. Donc on est en zone d'inconfort tolérable, le nom bien choisi. Donc si vous êtes dans cette zone-là, ce sera le cas de la grande majorité des bâtiments qu'on va construire en RE 2020. Si vous êtes entre 350 et 1250, on vous pénalise sur vos consommations et que vous ayez pris même si vous n'avez pas installé de climatisation, on va vous compter des consommations de climatisation, parce qu'il y a de grandes chances que les occupants soient obligés, à terme, d'installer la climatisation dans le bâtiment. Si on est en dessous de 350, le bâtiment est conforme et il n'y a pas de pénalité. Le calcul des degrés, on ne va pas le faire pièce par pièce, logement par logement, comme on pourrait le faire avec une simulation thermique dynamique, mais c'est une première approche grossière dans la réglementation. C'est zone traversante par zone non traversante. En gros, on va agglomérer l'ensemble des logements traversants et on va en sortir une valeur moyenne, et agglomérer l'ensemble des logements non traversants et en sortir une autre valeur moyenne. L'enjeu, c'est que derrière une valeur moyenne, il y a toujours un bon élève et un mauvais élève. Donc vous pouvez avoir une valeur acceptable pour l'ensemble du bâtiment. Ça ne vous garantit pas qu'il n'y ait pas de logement qui soit vraiment inconfortable dans votre bâtiment. Slide suivante.
Ici, on s'est focalisé sur l'intérêt de la structure béton. Le principal intérêt en termes de confort d'été de la structure béton, c'est la masse qu'elle apporte dans le bâtiment, l'inertie, qui va nous permettre d'absorber de la chaleur, un pic de chaleur, et la restituer plus tard, notamment le soir quand on ouvrira les fenêtres pour décharger le bâtiment. Et on voit ici, alors il y a une petite erreur, il y a une zone H1A, c'est la zone d'Île-de-France, et ce n'est pas la zone H2B, c'est la zone H3. Première conclusion, c'est que pour cet indicateur degré-heure, en dehors de l'arc méditerranéen, les zones H3 et H2D, les exigences de la RE 2020 ne seront pas contraignantes. Donc à Lyon et à Paris, on va pouvoir construire exactement comme on le faisait en RT 2012 en termes de confort d'été. Alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les bâtiments qu'on construit ne sont pas adaptés à la canicule. Vous le constatez peut-être au quotidien si vous habitez dans des bâtiments neufs. Pour ce qui est de l'inertie, on voit que le bénéfice n'est vraiment pas négligeable. Un bâtiment classique RT 2012, il sera en inertie moyenne ou lourde. Et si vous fabriquez un bâtiment ossature-bois, vous avez des chances de basculer en inertie légère. Un bâtiment en inertie très lourde, c'est un bâtiment qui a la toiture, la façade en béton avec une isolation extérieure pour bénéficier de l'inertie, et les dalles. Et les bénéfices à chaque fois qu'on change de classe d'inertie, c'est environ 150-200 degrés-heure. Slide suivante. Et je laisse à Félicien la conclusion. Merci. Merci David. Donc en conclusion, comme David vous l'a expliqué, effectivement, pour le premier seuil au niveau des solutions béton, on voit que les seuils sont atteints avec des solutions assez classiques. Néanmoins, dans quelques cas et avec les seuils à venir, on voit que effectivement, la solution béton va devoir s'adapter pour répondre à ces nouvelles exigences. Et du coup, ce sera tout l'enjeu d'une présentation qu'on va faire cet après-midi à 14 h dans l'autre salle d'atelier. Donc, je vous invite à venir. Il y a des leviers qui ont été travaillés de manière à répondre à ces exigences et à ces optimisations qui doivent être faites dans les années à venir. Et on a détaillé du coup toute une liste d'optimisations qui vont être à appliquer à court terme 2022-2025, à moyen terme 2028-2031 et à plus long terme 2050 pour anticiper ce qui va se passer après, ce qui est déjà fixé par la RE 2020. Mais voilà, du coup, pour l'entrée en vigueur de la RE 2020, les solutions béton sont là et vont répondre présent. Et du coup, on est également confiant pour ce qu'on peut vous proposer pour les années à venir. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore un petit peu de temps, 1 minute, donc on a peut-être le temps pour une question, si jamais vous avez des questions. Bonjour. J'ai 2 questions sur le béton bas carbone. Vous estimez qu'il y aura une augmentation du poids carbone estimé du béton bas carbone? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, a priori, il n'y aurait pas de béton bas carbone disponible pour tous les bâtiments de France. Je crois que c'est estimé à 20%. Comment vous gérez ça? Alors en fait, au niveau du béton bas carbone, une augmentation, il n'y aura pas forcément d'augmentation. Par contre, effectivement, il y a une nouvelle norme justement sur les formulations des bétons qui est sortie début octobre. Et en fait, il va y avoir un élargissement de l'offre. C'est-à-dire qu'effectivement, actuellement, les bétons bas carbone, comme le disait David, ont plutôt tendance à se reposer sur des laitiers de haut fourneau. Et avec cette nouvelle norme, on va intégrer des nouvelles additions qui vont permettre d'avoir des formulations également moins impactantes au niveau carbone, mais qui ne vont pas forcément reposer que sur du laitier. Donc en gros, il va y avoir une diversification de l'offre et un renforcement de l'offre sur le territoire. Et effectivement, on devrait être amené à pouvoir couvrir beaucoup plus de demandes qu'actuellement. Alors là, ce sera à voir après vraiment avec les industriels, parce qu'au niveau ça va dépendre vraiment des formulations et des offres de chacun. Voilà. Donc, mais normalement, effectivement, les cimentiers travaillent actuellement sur ces formulations pour répondre au mieux à la demande et anticiper, encore une fois, les seuils qui sont à venir. Mais je vous invite du coup encore à venir voir cet après-midi parce qu'on va en parler. Du coup, je pense que c'est tout. Je vous remercie. Et du coup, peut-être à tout à l'heure si vous voulez voir la suite. Merci.